3. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ok, cool. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Aujourd'hui, c'est la Zcast, le podcast dans mes baskets. Je vous invite à venir découvrir mon univers. Alors, laissez-moi une petite place entre vos deux oreilles. Allez, c'est parti, let's go. Alors, le sujet du jour, ça va être les matériels d'accessibilité. Oui, les matériels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un clavier, une plage braille, une loupe électronique, ou alors une canne blanche connectée ou pas, ou alors une simple smartwatch, un smartphone. Ça va être tout ça. Et pour cela, je suis accompagné de Christophe et d'Alexandre. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Zuber. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe, bonjour Zuber. Cool. On va parler un peu par thématique. On va partir dans la mobilité, puis le travail, puis le loisir. Ça vous va? Cela me va. Je tiens à dire une chose. Pour cet épisode, je pense que je vais plus apprendre que donner indiquer des informations. Étant toujours le valide de la bande, si j'ose dire. Et donc, par rapport à ça, je connais certaines choses dans les grandes lignes, mais après, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'écoute beaucoup plus. Excellent. Alors, commençons un peu dans les déplacements, dans la mobilité. Donc, on va parler un petit peu, Christophe. Pareil, toujours à peu près les mêmes questions. On va parler des enjeux, des cas d'usage, puis on va parler un peu du futur. C'est-à-dire, dans la mobilité, aujourd'hui, on a quoi? On a la canne blanche, la loupe électronique, les bracelets connectés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis-moi, Christophe. Alors, dans les déplacements, donc forcément, on peut avoir donc forcément la canne blanche couplée à une canne électronique, donc un petit boîtier qu'on pose sur la canne blanche. On en a déjà discuté sur un précédent podcast. Et en fait, on a aussi des appareils de mobilité, donc en fait comme des GPS adaptés pour les non-voyants. Parce qu'on sait très bien qu'avec iPhone et puis le VoiceOver, on peut se déplacer avec en utilisant le GPS Google Maps ou Maps de iOS. Et sinon, si les gens sont pas très à l'aise avec ce type de produit, on a des GPS qui sont alors avec il y a 5 boutons. Donc on a des flèches de direction et puis un bouton validé au milieu. Et donc on rentre dans les menus avec le bouton d'allumage. En fait, on a un bouton d'allumage, on appuie dessus, donc il nous dit point de départ, destination. Donc on rentre tout ça. Alors le problème, c'est que c'est très fastidieux parce qu'il faut rentrer lettre par lettre. Donc par exemple dans le menu, je fais en gros, hein, c'est-à-dire si on veut partir à à Paris, en fait Paris, faut faire défiler les lettres A, B, C, D. Donc c'est très 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 fastidieux. Bon, après on peut mettre des points d'intérêt, des choses comme ça, mais bon voilà, c'est vraiment réservé à une catégorie de personnes qui n'est pas du tout à l'aise avec les smartphones. Et donc on a cette partie-là en mobilité. Et après, comme je disais, l'iPhone ou tous les produits Android sont très accessibles avec des applications dédiées de transport pour pouvoir être mobile. J'ai une petite question par rapport à ça. Par rapport aux GPS adaptés, ça veut dire qu'ils sont des GPS vocaux, avec une enceinte? Voilà, c'est un GPS avec une synthèse vocale. D'accord. Il n'y a aucun écran dessus. Et en fait, c'est vraiment très très simple. Il y a le bouton d'allumage sur la face supérieure, sur la tranche supérieure de l'appareil. Et après, en façade, il y a 4 boutons. Donc les flèches de direction, haut, bas, droite, gauche. Et au milieu de ça, il y a un bouton validé. Voilà. Et en fait, à utiliser, c'est très très simple, quoi. Mais comme je te dis, c'est très fastidieux. C'est-à-dire que au moment où tu vas choisir ton itinéraire, le temps que tu tapes l'itinéraire, voilà, faut être motivé.
faut Je vois activer. J'ai l'impression qu'en fait, ça s'inspire du même système de recherche où dans un GPS visuel. On doit taper C'est ça. début des lettres. Hmm. Et en fait, après, il commence à proposer une liste et encore pas tout C'est ça. Donc, du coup, Après, il y en a certains où on peut vocaliser les choses. C'est-à-dire, par exemple, je dis, je veux aller à Saint-Maur-des-Fossés. Mais la plupart du temps, il comprend autre chose. Voilà. Donc, c'est oui. pas très, très au point. Mais, comme je dis, ça correspond à un type de population. D'accord. Mais Christophe, n'oublions pas qu'il y a aussi des applications comme Plan, Google Maps, C'est ça, qui sont tout à fait. très très bons au niveau accessibilité. Oui, il y a aussi Citymapper, il y a d'autres applis aussi qui sont voilà. Après, le problème c'est que les applications, par exemple pour les itinéraires de bus et les horaires de bus et RER et tout ça, je trouve que IDF Mobilité a encore énormément de progrès à faire. Et alors la RATP, l'application RATP, c'est même pas la peine d'en parler parce que c'est une catastrophe. Et donc, ce qui est bien dommage, quoi. Mais après, c'est toujours pareil. Il faut être à l'aise avec l'outil numérique, quoi. Voilà, l'outil smartphone. Ok. Ça veut dire que, alors, les enjeux, c'est avoir une autonomie dans les déplacements. Et les cas d'usage, c'est d'aller d'un point A à un point B. Le futur, c'est d'améliorer toutes ces applications pour apporter plus de confort, plus d'autonomie, plus de liberté pour pouvoir s'intégrer plus facilement dans la société. C'est ça, et plus de facilité facilité d'utilisation pour chaque personne en fait. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai l'impression que en termes de technologie, je pense que ce qui va apporter vraiment quelque chose, c'est les algorithmes de reconnaissance vocale qui vont vraiment, qui déjà peuvent faire profiter de l'intelligence artificielle pour vraiment améliorer la reconnaissance des mots qui sont prononcés, parce que les algorithmes qu'on avait fait sont pas forcément... Mais surtout, une meilleure smart city, une meilleure ville connectée. C'est ça. Voilà. Oui, mais ça veut dire aussi que il va falloir que ce soit des appareils qui soient eux-mêmes connectés pour profiter de ces algorithmes, et aussi que les villes mettent en place des choses pour que ça fonctionne, et aussi pour aider, pour améliorer l'interconnexion avec ces outils-là, mais aussi avec les gens en eux-mêmes, quoi. Tout à fait. Il y a quelques semaines, j'ai testé une application de mobilité dans les tramways. C'est une société française. L'application s'appelle Evility, avec un Y. Et pour l'instant, elle était en test sur 3 trajets en tramway. C'était intéressant parce que il y avait un système de géolocalisation par rapport à l'emplacement sur le quai, par rapport au passage piéton et par rapport aux zones pour traverser. Donc c'était intéressant, couplé avec une télécommande connectée pour activer ou désactiver les feux sonores. N'oublions pas aussi les feux sonores qui font partie de la mobilité. La mobilité, c'est tout un ensemble. Ça veut dire qu'il faut une canne ou alors un fauteuil couplé d'une application de géolocalisation de GPS, mais couplé à d'autres applications, parce que le GPS va être dans la rue, mais des applications vont être spécifiques au transport par rapport au bus, parce que c'est beau d'avoir un GPS, mais si vous montez dans un bus, vous ne savez pas à quelle arrêt vous êtes. Ou si vous prenez le métro, vous savez pas à quelle arrêt vous êtes. Donc il y a aussi à coupler tout ça. Donc il y a forcément 3-4 applis. L'idéal, c'est d'avoir tout réuni en une. N'oublions pas aussi la télécommande des feux sonores. Donc ouais, 3-4 applis réunies en une, ça serait cool. Qu'est-ce que t'en penses toi, Christophe ? Oui, moi je pense que c'est le problème, c'est d'avoir plusieurs, par exemple comme tu disais les feux sonores, d'avoir une télécommande en plus dans la poche pour les feux sonores. Ça devrait être directement sur les smartphones et de plus intégré à une application GPS. Si on voilà, il faudrait que ça soit les applications interagissent entre elles. Voilà, et ça serait vraiment je crois le meilleur des mondes. Voilà.
est-ce que Christophe t'a déjà essayé Soundscape de Microsoft? Non, j'ai jamais essayé encore, mais je sais que mais moi j'ai un problème avec de mettre des écouteurs dans mes oreilles pendant que je marche. Voilà, pour moi c'est quelque chose. Alors ça peut être très bénéfique pour des personnes qui ont des difficultés de mobilité ou qui sont pas très à l'aise dans leurs déplacements. Mais quand tu es très à l'aise avec tes déplacements, tu vas beaucoup plus vite sans ça. Après, comme on dit, dans le futur, ce qui serait bien, que ça soit couplé tout ça avec des lunettes et qu'on puisse avoir des haut-parleurs sur les branches des lunettes et puis que ça soit naturellement fluide pour les déplacemement. Ok, cool. Moi je t'invite à l'essayer parce que même si tu n'as pas des écouteurs dans les oreilles, t'as juste un casque Aftershock. Je ne fais pas de pub, c'est juste un casque à induction osseuse. Il y a aussi les lunettes d'Amazon et les lunettes de Bose qui sont des lunettes à induction osseuse pour le son, c'est-à-dire vous avez rien dans votre oreille, juste autour. Et là c'est intéressant parce que Soundscape a intégré le Spatial Audio. Alors c'est une application que pour iPhone. Malheureusement, peut-être qu'un jour elle arrivera aussi sur Android, mais c'est intéressant. Voilà. Passons à l'autre thématique. J'aime entendre dire que c'est malheureusement que sur iPhone. Bah oui, mais parce que c'est plus facile à développer sur un iPhone que sur un Android. Ouais, toujours pareil, bah oui, évidemment. Donc on met en place une productivité plus intéressante. En tout cas là, ça fait pas mal de choses et ouais, la convergence en fait, c'est toujours le problème de la convergence quand il y a plusieurs outils qui travaillent de concert mais qui sont pas encore réunis. C'est généralement ça qui fait la différence d'un vrai usage facile et ouais, j'espère que ce sera ce qui arrivera aussi dans les usages, enfin dans les applis. Mais complètement. Alors, passons un petit peu sur la thématique du travail. Alors, dans le travail, forcément, alors, comme vous avez compris, on est vraiment axé déficient visuel parce que les autres handicaps, on ne peut pas véritablement bien en parler parce qu'on ne le connaît pas. T'es d'accord avec moi, Christophe? On va pas aller... Tout à fait, monsieur Zuber. Donc, pour les déficients visuels, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Alors il y a avant tout un clavier braille, donc un clavier braille qui est la forme d'un clavier, mais qui au lieu d'afficher des touches en noir, c'est-à-dire en lettres alphanumériques, c'est des pictos en braille. Voilà. Donc on a un clavier braille, on a des logiciels adaptés, des lecteurs d'écran, on a un téléagrandisseur, et qu'est-ce qu'on a d'autre, dis-moi, comme matériel? Alors, dans ce type de domaine professionnel, on peut avoir beaucoup de choses, parce qu'en fait, tout dépend du type de handicap de la personne, parce qu'en fait, comme tu dis, on peut avoir des non-voyants, malvoyants, et dans la malvoyance, on a énormément de cas différents. En fait, comme tu disais, donc oui, bien sûr, il y a la... Comment? Soyons un peu généraliste, liste-moi un peu les matériels que toi tu connais. Alors moi, comme tu as cité, donc plage braille, ensuite téléagrandisseur. Alors téléagrandisseur, il y a plusieurs types de téléagrandisseurs. Il y a des téléagrandisseurs qui sont couplés avec des loupes. Voilà, des loupes numériques. En fait, c'est comme un smartphone, voilà, un peu plus gros, où on peut être en mobilité avec, et on peut le coupler sur un téléagrandisseur. Donc un téléagrandisseur, c'est un écran. Comme un écran d'ordinateur qui est sur la partie supérieure de l'appareil, et ensuite on a cette loupe numérique ou une caméra, ça dépend quel type d'appareil on a, et ça sert à pouvoir agrandir les caractères d'une feuille A4 ou A3, enfin, voilà, selon le format. Donc ça agrandit les caractères, donc on peut les grossir, donc il y a un zoom. Ensuite on peut changer, inverser le noir et le blanc. On peut aussi, selon les personnes qui sont plus sensibles, donc on peut mettre du jaune. Voilà. Il y a plusieurs types de choix sur ce type d'appareil. Et maintenant, comme je disais auparavant, on peut mettre cette loupe électronique adaptée
à ce téléagrandisseur, et en plus maintenant il est vocalisé. Donc en fait on peut scanner un document avec cette loupe électronique, on peut cette loupe électronique, enfin ce même téléagrandisseur peut être connecté à notre ordinateur, et en fait ça nous scanne directement le document, et soit on le lit avec la loupe, soit on le lit avec l'ordinateur avec le biais du lecteur d'écran. Et tout ça, c'est beaucoup plus simple qu'avant, parce qu'avant, ça nécessitait un logiciel d'OCR intégré à l'ordinateur, ça nécessitait un scanner. Ensuite, on a des liseuses aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, on n'a pas besoin du téléagrandisseur et qu'on n'a pas besoin de lire par nous-mêmes, on prend une liseuse qui peut être connectée aussi à son ordinateur. Et en fait, comment expliquer ça ? C'est un peu comme un ancien poste de radio. Voilà, c'est un rectangle qui est en hauteur. Ça doit faire 30 cm de haut sur 30 cm de large. Et en fait, de chaque côté de cet appareil, il y a 2 haut-parleurs. Et au milieu, il y a une petite trappe qui s'ouvre vers le haut, en fait, qui se met à l'horizontale. Et on met son document en dessous. Il y a deux petits traits pour pouvoir bien mettre son document. Au-dessus, on appuie et donc sur un bouton. Et là, ça fait une photo. Et là, ça scanne le document et ça nous lit aussi avec une synthèse vocale qui est intégrée à l'appareil. Ça peut aussi être transmis directement à l'ordinateur. Et l'avantage de ces liseuses, c'est que c'est en mobilité parce qu'il y a des batteries dedans. Et en fait, on peut se balader partout. Il y a un disque dur aussi intégré, donc on peut mettre plusieurs documents qu'on a scannés. Et en fait, on est en mobilité. Et dessus, sur cet appareil, on peut avancer, reculer, mettre en pause. Voilà, donc c'est vraiment très très agréable. Et après, il y a peut-être d'autres choses, mais là, j'ai pas de détails. Mais en soi, tout ça, c'est des appareils qui sont faits pour faciliter Alors, l'avantage, alors oui, il y a les lecteurs d'écran sur les ordinateurs, mais en fait, tout ça, c'est fait parce qu'en fait, les entreprises peuvent se faire rembourser par le biais de l'AGFIP ou le FIPHFP, selon si on est fonctionnaire ou dans le milieu privé. Et en fait, tout ça, c'est du matériel adapté. Mais en soi, tous ces appareils-là, l'iPhone le fait. Donc après, tout dépend comment on est à l'aise avec ce type d'appareil, et tout dépend ce que veut la société. Est-ce que la société veut... oui. Alors, t'es parti un petit peu plus vite, hein. T'es parti trop vite. Dis-moi, pardon. Donc, les enjeux de ce type de matériel, c'est toujours l'intégration, l'inclusion, l'autonomie en entreprise, parce que là on parlait de la vie en entreprise, et surtout avoir un regard sur le handicap qui va être totalement différent, parce que le handicap n'est pas une maladie grave, c'est juste une différence, et ce matériel-là va permettre à mettre tout le monde au même pied d'égalité. Les cas d'usage, c'est en entreprise, pouvoir lire un document que vos collaborateurs vous envoient, de pouvoir transmettre, envoyer des mails, remplir des documents en interne sur vos ordinateurs, communiquer. Malheureusement, tout ça marche si l'outil informatique, si les contenus sur l'ordinateur, sur la toile, sont accessibles. Si les outils ne sont pas accessibles, ces outils ne pourront pas forcément bien marcher. Voilà. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Moi, informaticien, j'allais évoquer la chose. Effectivement, c'est important que les documents, notamment, et les logiciels qui vont avec soient accessibles. J'ai l'impression que tout ça, ce dont vous avez parlé sur la partie de travail, en fait, on parle beaucoup finalement de outils pour utiliser les ordinateurs. Et je pense que ces outils, si j'ai bien compris, ils existent en partie parce que effectivement, il y a cet aspect, ils sont remboursables aux entreprises. Enfin, les entreprises peuvent se les faire rembourser pour permettre finalement l'accessibilité et l'inclusion au sein des entreprises de personnes en situation de handicap et donc du coup permettre une employabilité.
Mais je pense aussi que de toute façon, ces outils existeront toujours parce que ils doivent permettre finalement aussi de s'adapter au système d'information. Parce que si on est par exemple avec des postes qui sont préétablis avec Windows et que le SI ne peut pas intégrer un Mac et il y a une double adaptabilité en fait entre les outils d'un côté aux usages et à la personne qui va en avoir besoin par rapport à ses habitudes. Et ce que tu disais, c'est qu'effectivement, si tout est faisable par un Mac et un iPhone ou qu'il a ses propres appareils spécifiques pour pouvoir faire ce travail dans ce sens-là. Mais je pense aussi que les entreprises peuvent être contentes d'avoir plusieurs possibilités pour que ça s'adapte aussi à leur système d'information, puisqu'il y a des enjeux de sécurité, de travail en commun, Complètement. Voilà. Il y a aussi de compatibilité de documents ou de logiciels, des systèmes d'information. Quoi. Ça, on parle ensuite de normes d'accessibilité. Après, moi, juste pour ajouter, c'est que ce matériel existe parce qu'il est simple d'utilisation, il est simple de compréhension. Donc c'est surtout aussi pour ça. C'est-à-dire que ça a été fait pour que n'importe qui puisse le maîtriser très rapidement. Voilà. Et comme tu dis, après tu sais, le téléagrandisseur il peut fonctionner sans être connecté au PC, tu peux l'utiliser comme ça. Et même la liseuse, il y a une partie de ces outils qui sont faits même plus pour en fait lire des documents papier aussi. Il y a des choses. Oui, c'est ça. Voilà. Mais oui, c'est ça. De toute façon, la plupart du temps, c'est pour scanner et lire des documents papier. Ils servent à ça, ces outils. Mais juste que on est très habitué. Enfin, c'est vrai que moi, c'est une déformation professionnelle, mais j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, c'est vrai que maintenant, on parle de travail, on parle d'outils informatiques, mais c'est pas tout. Oui, c'est ça. Mais c'est pas des outils informatiques. Après, moi, je trouve que ces produits-là sont très bien, même pour les malvoyants. Enfin, moi, je trouve qu'ils servent plus pour les malvoyants que les non-voyants, parce qu'en fait, t'as un téléagrandisseur et comme t'as pas encore fait peut-être le deuil de ta vue ou t'as encore de l'acuité visuelle et que t'as envie de l'utiliser, et ben le téléagrandisseur c'est très bien parce que t'as un écran de 24-27 pouces où tu as les parties en agrandi et puis c'est très bien et puis tu peux continuer à lire, tu peux continuer à travailler comme ça et moi je trouve ça et en plus c'est comme je dis c'est très très simple d'utilisation et c'est pour ça qu'ils sont faits. Mais après il y a d'autres outils qui existent qui sont pas liés à l'handicap même comme je disais l'iPhone par exemple, j'arrive à faire la même chose que fait tout ce type d'appareil. Mais après, il faut pouvoir, comme je disais la semaine dernière, mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, il faut y aller, quoi. Il faut aller chercher, faut être intéressé, il faut aller chercher, et il faut se former. Voilà. Très bien. Complètement d'accord. Et c'est là où, du coup, dans la partie informatique, il y a d'un côté, du coup, plus d'efforts à faire, mais aussi faire en sorte à ce que l'outil s'adapte à toutes les personnes. Quoi. Complètement. C'est ça, tout à fait. Passons au sujet suivant, la troisième partie, et après nous ferons une conclusion finale de tout ça. Cette troisième partie, c'est dans nos loisirs, dans notre quotidien. Quels sont les outils qu'on utilise? Alors, moi, honnêtement, à part l'iPad, la tablette, l'ordinateur, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, Christophe, dans notre quotidien, à part ces outils-là? Alors, moi, je suis comme toi. Hein. Moi, j'utilise au quotidien qu'un Mac et un iPhone parce que je pense que ça me convient complètement. Après, il y a des personnes, tu vois, par exemple, couplées à leur iPhone, ils vont utiliser une plage braille, une petite plage braille de 24 ou 40 caractères. Ensuite, il y a aussi des personnes qui sont malvoyants. Ils vont utiliser des loupes électroniques parce que l'outil téléphone, ils sont pas très à l'aise et en fait, c'est très simple. Donc, voilà, comme je dis, c'est toujours la simplicité qui remporte le coup. En fait, ils prennent leur loupe électronique, ils passent sur un document, ils le lisent comme ça le vocalise, voilà. Et après, il y a aussi des téléphones. Par exemple, ceux qui sont pas à l'aise avec les smartphones, il y a des téléphones qui existent avec une partie en haut, un écran tactile, et en bas,
avec les touches comme les anciens téléphones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc on peut faire un mix entre les deux. Voilà. Et en fait, ces téléphones-là sont faits, les menus, et après il y a des abonnements spécifiques, mais les menus, tout ça sont vraiment faits pour que les personnes ne se perdent pas dans des menus et des applis et des choses trop compliquées pour eux. Voilà. Tout est déjà préinstallé, Ma question, ergonomique pour eux. Oui. Dans ton quotidien, parce que alors, Christophe, tu fais des travaux, tu es autonome, oui. Même si tu es entre guillemets non-voyant, tu fais... Non, pas entre guillemets. D'accord, sans les guillemets. Tu es non-voyant, mais voilà. tu es autonome, tu fais la peinture, tu fais des travaux à la maison, tu sors avec tes enfants. Quels sont les outils? Parce que moi j'ai entendu qu'il y avait des maîtres électroniques, des maîtres vocalisés. C'est ça. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des niveaux. Des niveaux aussi, vocalisés aussi. Vocalisés. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pour jouer avec les enfants adaptés. Oui, il y a des jeux de société qui sont adaptés pour pouvoir jouer avec les enfants, c'est tout à fait, c'est vrai. Mais il y a pas besoin d'électronique. Non, des jeux, des cartes, le Scrabble, par exemple, le Scrabble est adapté au nom. Même le Lego. Est-ce que Christophe, tu es là, Christophe? J'ai cru t'avoir perdu, Christophe. Non, c'était un appel, désolé. Et en fait, donc t'as le Scrabble, le Uno aussi, enfin tous les jeux de société en cartes, tous les plus connus en tout cas sont adaptés pour les non-voyants. Moi j'ai un jeu de cartes avec mon fils et je joue au poker avec lui. Voilà. Et j'ai même et en plus si c'est pas adapté, on peut acheter des petits j'ai une petite embosseuse en fait avec alors une embosseuse c'est pour faire des points braille avec des petites étiquettes où je peux coller sur les jetons de poker et tout ça machin. Donc en gros, t'as une embosseuse dans ton quotidien qui est une imprimante en braille. Alors moi j'ai pas d'imprimante braille, c'est une petite on appelle ça une imprimante braille, mais en fait c'est une toute petite embosseuse à étiquette en fait. C'est un truc tout petit en fait, voilà. D'accord. Mais je m'en sers vraiment que pour les jeux de société parce qu'avant j'étiquetais les DVD quand on avait des DVD et tout ça, mais maintenant je le fais plus du tout. Et il existe aussi des petites pastilles NFC qu'on peut coller sur des CD, sur tout ça. Comment ? Ça s'appelle Vocaleo. Voilà, c'est ça. Mais moi, je donne pas de marque. et en fait, on peut les coller sur. Avant, on les collait sur les CD, mais par exemple, si la personne est fan de vin, il peut les coller sur ses bouteilles de vin. Et il n'a plus qu'à prendre son téléphone ou un appareil spécifique et puis le mettre dessus. Et puis il aura ce que c'est comme chose. Enfin, si c'est un vin de telle marque, de tel truc. Mais par contre, il faut rentrer les données, il faut rentrer tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Alex, tu en connais d'autres? Tu as vu des choses intéressantes? Par rapport au loisir, au quotidien. Par rapport au loisir, il y a une chose, j'allais poser la question, parce que je connais cet exemple du football adapté aux personnes non-voyantes avec un ballon. Sissi-foot. Sissi-foot, voilà. Ouais, c'est ça. C'est Sissi-foot, qui est avec un ballon, avec un sorte de grelot, c'est ça, un grelot dedans, oui, c'est ça. Du coup, un dispositif qui permet de le localiser de manière sonore. Déjà, est-ce que vous l'avez déjà testé? Moi, j'ai déjà testé. J'ai fait du tennis aussi avec ça. Il y a des balles aussi plus grosses, qui sont moins rapides que des balles de tennis classiques, mais un peu plus grosses. Et pareil, elles font du bruit, et donc tu fais du tennis avec ça, quoi. Donc il y a après on peut voir. Mais tout est adaptable, hein. Même piloter un avion. Hein. Piloter un avion, il y a des appareils qui existent qui lisent tout ce qui se passe sur le tableau de bord, et tu peux piloter en autonomie un avion. Et même piloter, même conduire un bateau. Oui, un bateau. Et là, par exemple, mon beau-frère. Alors bon, je sais pas si on reste dans le cadre, mais on reste dans le divertissement et dans le côté à la maison, on va dire. Mon beau-frère est en train d'adapter une voiture de course pour pouvoir qu'un non-voyant puisse conduire sur un circuit. D'accord. Voilà. Alors moi, je peux pas te donner toutes les phases techniques, hein, parce que pour l'instant, ils sont en train de le tester, mais ça sera possible. Voilà. Je pense que ça sera possible. Voilà. Alors j'ai entendu qu'un malvoyant a participé aux 24 heures du Mans. Donc tout est faisable. Mais là, voilà. Mais c'est... Alors, tout en restant à la maison, la domotique,
La domotique, c'est une très bonne. Voilà, alors le problème, c'est que faut que ça soit accessible. J'ai testé des produits de domotique pour les volets, les portes de garage et tout ça, tout en un seul équipement. Je ne dirai pas la marque, mais ce n'était pas. Si je veux dire la marque, parce que c'était pas accessible. Leroy Merlin, Inky, c'est de la merde. Voilà, excusez-moi. Mais voilà, mais en fait. Ils nous le disent, ils nous le vendent pour que ça soit accessible. Ils nous disent oui, c'est accessible. Même leur support leur dit oui, vous inquiétez pas, ça a été testé. Je l'ai testé déjà dès le départ pour pouvoir trouver la marque du Linky, enfin pas du Linky, du Inky, ça s'appelle. On la trouve pas parce qu'en fait c'est des images en fait et qui sont pas étiquetées. Donc c'est très compliqué. Après, il y a d'autres systèmes, des prises avec Smart Life, je crois que ça existe. Donc ça c'est encore, allez, on va dire à 70% accessible. Mais après, c'est toujours pareil. On rentre dans des domaines qui sont un peu plus complexes et la plupart des personnes en situation de handicap visuel veulent que ça marche tout de suite et que ça soit accessible tout de suite. Et ils n'ont pas envie de chercher. Et dès que tu commences à chercher, le produit n'est pas intéressant pour eux. Voilà. C'est un problème qui est un peu plus général. La domotique, il y a tout un problème encore avec. C'est du matériel, mais chacun fait sa petite popote. Enfin, chaque entreprise, chaque marque va faire sa petite popote, c'est-à-dire son matériel, ses normes. Oui, ses fréquences, c'est ça. Ça va être très fermé. Alors bon, ça pose pas de problème en soi si on est justement dans le même système, mais par le biais, j'ai testé aussi le système Somfy. Somfy, j'ai tout Somfy chez moi et c'est pareil. C'est le même. Parce que j'avais commencé par Somfy, ça marchait pas, et donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'autre. Mais c'est pareil. Donc même si tu as une marque précise avec tout de la même marque à la maison, si le constructeur et le développeur ne développent pas pour l'accessibilité, c'est pas la peine. Ils ont leurs normes et leur système d'interface et ils pensent pas à l'accessibilité dès le départ. Voilà. Ils doivent rajouter des choses pour dire c'est compatible, ou alors ils pensent juste à ça. Par contre, la révolution, moi par exemple dans ma vie, la révolution ça a été la Chromecast. Voilà. J'ai une Apple TV, bon, très bien c'est pour moi, mais la Chromecast je les ai mis pour les enfants, et comme les enfants pouvaient pas choisir leur programme télé, je choisissais sur mon téléphone et je l'envoyais directement sur la Chromecast. Sans me déplacer, j'avais plus à mettre un DVD, j'avais plus rien à faire. Voilà. Ça c'est une révolution. Et tout est accessible, parce que ça fait partie de l'application de Google Home, et tout ça c'est accessible. Voilà. D'accord. C'est les logiciels d'enceintes connectées et de commandes vocales en fait qui sont. Oui, c'est ça. En fait, ça n'a pas été développé pour nous à la base, ça a été développé pour rendre la vie plus facile aux gens et de parler parce que soit tu es occupé à faire d'autres choses et de parler à une enceinte connectée. Et ça, en fait, ça nous aide énormément. Pareil, l'enceinte connectée, c'est très utile pour nous les non-voyants. Voilà, c'est une efficacité redoutable. T'as juste à dire, par exemple, prends un réveil classique, va chercher une station. Tu peux pas. Donc tu prends la Google Home, tu mets, je veux écouter Europe 1, il met Europe 1 direct. Voilà. D'accord. Ouais. Mais alors, moi alors on va s'arrêter là parce que on va passer directement à la conclusion. Alors, la conclusion, elle est très simple. Pour vous, quel est le futur ? Qu'est-ce qu'il faudrait arranger ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? On a parlé de convergence. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord que notre smartphone doit être la convergence de tous ces outils ? Smartphone peut-être pas, mais une interconnectabilité. En fait, le truc c'est que la question de convergence, oui, de manière générale. Alors sur le smartphone, oui. Peut-être pour la mobilité, ce sera la solution, mais toujours pouvoir avoir un outil, peut-être justement que les bracelets connectés profitent des mêmes technologies que les smartphones, avec la même simplicité, mais juste en deuxième solution, pas complémentaire. Il faut clairement que la convergence soit appliquée. Donc soit une convergence vers le smartphone
pour ceux qui sont à l'aise, mais garder toujours cette deuxième possibilité, une deuxième possibilité plus simple, mais qui, elle aussi, profite de cette convergence. Toi, c'est ça. Donc la convergence, c'est la clé. La convergence sur les smartphones, sur les outils technologiques, pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont à l'aise, oui. Toujours avoir une possibilité d'adaptabilité. Pour moi. Hein. Et pour la domotique, c'est pareil. Mais là, je trouverais pas autre chose que effectivement aller vers une convergence vers les enceintes connectées et les smartphones. Là, j'ai pas d'autre solution. Mais pour la mobilité, je pense qu'il y a moyen à ce que les bracelets eux-mêmes connectés profitent des mêmes technologies que les smartphones. Mais sinon, en termes d'application, déjà sur smartphone ou en termes de interconnectivité des technologies, il y a vraiment possibilité et aujourd'hui c'est ce qui devrait être mis en place, quoi. Je te parle des bracelets connectés, elles sont déjà autonomes dans les déplacements, sans citer de marque, mais la petite pomme a la seule montre aujourd'hui qui fonctionne à 100% proprement, qui est un complément de notre iPhone, qui est accessible et en même temps qui apporte de très bonnes solutions dans la mobilité. Mais alors dis-moi Christophe. Ouais. Alors moi, par exemple, bon, je suis d'accord avec vous, le côté la montre mais bon, bracelet connecté, ok, mais enfin, je pense que tu parlais peut-être de montre connectée, je sais pas, ou montre, oui. Ouais, plutôt ouais. Bon, moi je suis pour, mais moi l'évolution, franchement, ce serait des lunettes, voilà, parce que moi j'ai des lunettes en permanence, voilà, qui sont lunettes de soleil, voilà, par rapport à mon handicap, là. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai au quotidien sur le nez, et je pense que c'est ça qui serait mon futur, et pareil pour me donner des indications, peut-être comme je disais tout à l'heure qu'on disait avec Zuber, voilà, peut-être quand j'ai besoin d'avoir des indications, regarder, avoir une caméra dessus et puis pouvoir se dire tiens, je balaye une rue et puis tiens, il y a un numéro, enfin pas un nom de rue parce que ça avec les GPS on l'a, mais me donner quelques indications pour une boutique ou des choses comme ça, et même pareil comme je disais avec des haut-parleurs dedans. Alors moi, le conduction osseuse, moi ça marche pas chez moi, donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas, ça marche pas très bien chez eux, mais avoir des petits haut-parleurs dans les branches et puis avoir des indications comme ça. Et moi je pense que ça serait vraiment le mieux, et je pense que comme des constructeurs de matériel, enfin comme Apple, je pense qu'ils sont capables de faire des choses vraiment très très bien. Peut-être pas au départ fait pour l'accessibilité, mais je pense que c'est l'avenir. Ça c'est un avenir, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aidera énormément. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de choses autour de ça, hein, c'est clair. Complètement, mais ce sera un autre sujet qu'on abordera à la prochaine émission. Oui, puis c'est les applications qui peuvent être dessus, c'est infini, quoi. C'est vraiment infini, quoi. Bah ouais, mais moi ça me fait rêver les lunettes, tu vois. Ouais. Mais on en parlera sur une prochaine émission. Donc les amis, nous allons arrêter l'épisode. Donc un grand merci à Christophe. Merci à toi Zuber, merci à toi Alexandre. Merci à toi, merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine Zcast. Au revoir à tous. Au revoir. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez l'épisode, si vous avez aimé, de partager, de liker, de cliquer, je ne sais pas où, mais trouvez le bouton, le petit pouce, le cœur. Parlez-en autour de vous. C'est hyper important pour nous et pour partager et améliorer le monde qui vous entoure et qui nous entoure. Donc je compte sur vous. Allez-y, c'est parti, c'est à vous.